Nous avons parlé une fois des corps de métier complémentaires à l'architecture. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de voir cette vidéo, le lien s'affiche au bas de l'écran. Vous aurez l'occasion de revoir cette vidéo pour mieux comprendre ces interviews qui vont se faire au fur et à mesure parce que notre objectif sera d'interviewer chacun de ces acteurs pour que vous compreniez effectivement que pour qu'un projet de construction soit réel, il y a tellement d'acteurs, il y a tellement d'intervenants qui participent à donner vie à ton projet. Ainsi, aujourd'hui, nous allons recevoir l'un des acteurs dans le domaine de la construction. Il s'agira ici d'un ingénieur du génie civil travaillant à la fonction publique. Il te dira tout ce que tu dois savoir dans ce secteur. Ainsi, je t'invite à prêter une oreille très attentive afin de ne rien louper de tout ce qui sera dit juste pour ton édification. Bonjour Raouf. Bonjour Dani. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Merci vraiment d'avoir accepté de passer cette interview et je crois que cette interview sera vraiment fructueuse. Pour commencer déjà, est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore? Ok, moi c'est Raouf Aboubaka, ingénieur du génie civil et cofondateur de la société Ferry Construction Design. Ok, mais ça c'est super. Ça veut dire que tu ne t'es pas simplement limité à la formation, mais au-delà de cela, tu es déjà actif au point d'avoir une entreprise. Oui, oui. Ok. Maintenant, nous allons savoir, selon toi, c'est qui un ingénieur du génie civil? Un ingénieur du génie civil, en fait, c'est celui qui pense le projet dans sa structure, en fait. Puisque c'est un domaine qui est, en fait, ça doit être clair. Il y a des rôles bien repartis, chacun a son rôle. L'ingénieur du génie civil est là pour se rassurer de la solidité de la structure, que ce soit les bâtiments, les ponts et les routes. Oui. Donc, il est là pour penser côté structure. C'est ça son rôle. Okay. Ce qui dit, il se charge uniquement de l'aspect structurel de l'édifice ou du bâtiment. Ok. Ceci me pousse encore à te poser une autre question. Quel est le parcours qu'un individu doit suivre en termes d'études académiques, formation professionnelle, stage, s'il veut devenir un ingénieur du génie civil? Pour, pour un parcours d'ingénieur du génie civil, au Cameroun, en fait, il y a deux types de formation. Il y a une formation de 5 ans qui est délivrée, qui se fait dans des universités, dans des structures comme Polytech, École des travaux et autres. Il y a des formations qui se fractionnent. Donc, du genre, tu fais un parcours BTS, licence, et ensuite tu as ton master. Ça, c'est un parcours complet. Maintenant, pour pouvoir mieux, comment dire, mieux s'adapter, il faut faire des stages régulièrement, au moins chaque année, pour pouvoir te familiariser avec le terrain. Ne pas juste attendre la fin de ton parcours pour aller faire un stage de 3 mois. Là, tu ne vas vraiment pas apprendre, puisque tu n'auras pas la connaissance du terrain. Et en fait, c'est pour un meilleur parcours. Un ingénieur génie civil doit se familiariser avec le terrain régulièrement et aussi apprendre. Quand on dit apprendre, c'est déjà apprendre les logiciels et pas seulement se renfermer même dans le génie civil, essayer de s'expandre. Aller peut-être apprendre d'autres trucs comme le management même, la gestion, la collecte des données et autres. Oui. Donc en fait, c'est ça. Pour être un meilleur ingénieur, il faut essayer de se diversifier en fait. Ok. Donc, il faut avoir une connaissance assez large, être assez ouvert et dans son cursus de formation qui dure 5 ans, aussi faire des stages, s'ouvrir vraiment au monde du travail pour allier théorie à la pratique. Ok. Merci beaucoup. Maintenant, je m'en vais te poser la question, celle de savoir en réalité en fait, quel est même le quotidien d'un ingénieur du génie civil? Est-ce que quand on est ingénieur du génie civil, toute la vie là se résume à ça? Du moins, comment est-ce que ça se passe? Le quotidien d'un ingénieur génie civil, en fait, c'est, comment dire, chercher à s'améliorer de jour en jour. Comme je l'ai dit, apprendre, essayer de voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Toujours dans son domaine. Dans son domaine, mais qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Comment est-ce que je peux, comment dire, améliorer ce qui se fait déjà? En fait, c'est ça. Ne pas rester dans le basique.
chercher à améliorer ce qui se fait déjà. Peut-être si au départ on avait des maisons du genre avec des porte-à-faux, peut-être maintenant voir comment améliorer, amener des nouvelles techniques de construction. En fait, c'est ça, chercher à s'améliorer. D'accord. Donc, un ingénieur du génie civil n'est pas celui qui se repose sur ses lauriers. Il travaille constamment. Et là, je voudrais connaître quels sont les challenges rattachés à la vie d'un ingénieur du génie civil. En fait, dans notre pays, le challenge principal, c'est de faire face à beaucoup d'imposteurs. Beaucoup d'imposteurs. Donc, quelqu'un qui a peut-être fait des anneaux quartier, a fait de la maçonnerie, s'autoproclame ingénieur. Il se met à bricoler des plans. Et en fait, certains membres de la famille le font confiance. Ça peut marcher, mais c'est quand même vraiment risqué. Toi, maintenant qui as fait ta formation, tu viens te présenter, on te dit non, tu es cher, ceci, tu bavardes trop. C'est quoi l'étude du sol, machin, truc. Donc, c'est ça vraiment, c'est ça ce challenge. Pouvoir convaincre quelqu'un de faire confiance aux professionnels. Parce que si je prends l'exemple, c'est comme la médecine. On va pas prendre quelqu'un qui vend des médicaments au carrefour pour aller se faire des injections. C'est bien différent. Il faut se rapprocher des hôpitaux et autres. En fait, c'est ça le véritable challenge. OK. Ah, ça veut dire que pratiquement dans tous les domaines, on rencontre le même challenge. Parce que il y a également ce phénomène qui se voit bien souvent. On rencontre cela dans nos pays d'Afrique. Beaucoup d'ingénieurs qui se disent architectes aussi et qui par la suite disent qu'ils peuvent offrir le même travail qu'offre l'architecte, rendre le même service et etc. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? En fait, comme je le dis toujours, chacun a son domaine de compétence. C'est vrai qu'un ingénieur génie civil, dans sa formation, il est formé à faire des plans. Mais ce n'est pas avec cette même intensité qu'est formé un architecte. Un architecte, dont lui, c'est son quotidien, faire des plans. L'ingénieur, normalement, doit travailler avec l'architecte pour pouvoir avoir un bon édifice. Si peut-être qu'on fait une maison, l'architecte ne peut pas venir me dire qu'il doit avoir peut-être un porte-à-faux sur 40 mètres. Non. Je lui dis que non, c'est impossible, il faut faire ceci. Donc, c'est deux domaines qui doivent travailler en étroite collaboration pour un meilleur résultat, en fait. Donc, ceci dit qu'il faudrait en fait se rassurer du domaine de compétences de chaque corps de métier. Sinon, on va mélanger. Mais généralement, dans notre contexte, on dit que les gens sont plutôt les toutistes et ils savent tout faire. Et parfois, même les ingénieurs du génie civil se proposent en fait comme ces personnes-là pouvant tout faire. C'est pourquoi on a souvent beaucoup de problèmes, en fait. La majorité des plans, vous allez voir, peut-être faits par un ingénieur, ne sont pas souvent fonctionnels, en fait. Ça ne respecte pas une certaine norme. Pourtant, l'architecte, lui, connaît la norme. Il sait que peut-être le salon doit se placer ici, la cuisine doit être à telle distance du salon, etc. Parce que si je prends un autre exemple, c'est comme si un ingénieur va se dire qu'il va faire la plomberie. Non, il y a d'autres qui sont formés pour ça. Il y a d'autres qui sont formés en électricité pour pouvoir faire l'électricité. Donc, en fait, comme je le disais, le génie civil, c'est quelque chose qui englobe tout et qui travaille plusieurs corps de métier, que ce soit l'architecte, l'électricien. Donc, vous voyez. Donc, D'accord. Bon, tu as très bien répondu à cette question parce que j'en avais une autre qui devait suivre celle-là. C'est un peu comme s'il s'agit d'une question à double pan. Et tout à l'heure, tu l'as dit, tu as mentionné le fait que chaque personne a son couloir. Bien que cette question qui revient dans le sens où s'il faut faire un travail architectural, selon toi, l'apport d'un ingénieur en génie civil peut-il être égal à l'apport d'un architecte en termes de plan? Parce que tout à l'heure, tu as bien dit que dans le cursus de formation d'un ingénieur du génie civil, on l'apprend à faire des plans. Maintenant, est-ce que selon toi, il peut y avoir match ou bien il y aura quelqu'un qui sera forcément supérieur et si oui, en fait, il s'agit de qui? si on veut se baser côté esthétique, là d'office le plan de l'architecte. Là, je parle de l'architecte qui travaille en fait, pas de l'architecte qui travaille sera meilleur. Mais côté structure, l'architecte ne peut pas te proposer un édifice qui respecte toutes les normes structurelles en fait. Donc c'est pour ça que je reviens toujours à dire les deux doivent travailler pour un meilleur résultat. Les deux doivent travailler ensemble. Parce que si chacun commence à faire son travail on va retrouver des défauts dans l'autre. Peut-être que l'autre n'a pas ce même défaut, mais tu vois qu'il y a une différence. Pourtant, si les deux s'assemblent, on aura un meilleur résultat.
Ok. Merci beaucoup. Vous comprenez bien pourquoi dans l'une de nos vidéos, on a bien parlé des métiers qui sont complémentaires à l'architecture, des corps de métiers complémentaires par rapport au domaine de la construction. Ainsi, nous allons continuer avec notre expert dans le domaine du génie civil qui va bien nous édifier là-dessus en lui posant la question, celle de savoir à quoi s'attendre si on manque en réalité de solliciter les services d'un ingénieur du génie civil dans un projet de construction. Lorsqu'on manque à solliciter, comment dire, les compétences d'un ingénieur génie civil, on a ces résultats constamment. Les risques d'effondrement des bâtiments avec plusieurs fissures. Des fois même l'habitant même n'est pas heureux chez lui parce que alors, il manque plusieurs trucs. Tout le temps, il est tuant que le corriger ceci parce que dès le départ, il n'a pas fait appel à un ingénieur. Donc c'est vraiment ça qui dérange en fait. La correction est d'ordre structurel ou bien la correction à faire. Donc, du moins, si on manque, quels sont les aspects concernant le projet de construction qui pourraient être empiétés? Lorsqu'on manque à le faire, d'office, on a souvent des problèmes structurels et qui souvent ne peuvent pas être corrigés. Lorsque l'édifice est déjà sur pied, ne peuvent pas être corrigés. Donc, des fois, on est obligé de démolir ce qui est là. Ou bien commencer à faire des reprises en sous-œuvre pour pouvoir les corriger. Et là, comment dire, la beauté du bâtiment de base n'est plus. Oui, on se retrouve avec un nouveau bâtiment parce qu'il y a eu des modifications pour pouvoir corriger les défauts qui ont été faits dès la base. Et si les défauts sont faits à la fondation, là, on se rend compte que là, c'est autre chose. Exactement. Là, il y a des risques, pour ne pas parler de mort même. Justement, en venant au risque, parce que depuis là, on peut parler, les gens se disent que, mais il raconte quoi? C'est un peu trop technique pour nous. Parlons des conséquences réelles. Si quelqu'un s'abstient de consulter un ingénieur du génie civil qui travaille par rapport à l'aspect structurel de l'édifice, quels sont les risques? Parlons terre à terre pour que quelqu'un entende ça très bien. L'effondrement du bâtiment, bien sûr. L'effondrement du bâtiment, il n'y a pas de risque. Et là, effondrement dit quoi? Catastrophe, peut-être risque de mort. Même pas seulement des blessés. Même, oui. Parce que si un bâtiment s'effondre sur toi, les chances de suivi sont très minimes. Vraiment, imaginons, il a si bien dit, imaginons, toi qui es propriétaire d'un locatif, d'un bâtiment, tu as vraiment mis des locataires, des personnes qui habitent ton immeuble, mais c'est tellement risqué. Imagine la vie des personnes vraiment ouvertes, je ne sais pas si je vais dire totalement ouverts ou encore disposés à ces risques qui sont énormes. Mais le plus grand de ces risques est la mort parce qu'on ne peut pas racheter une vie humaine. Ainsi, si l'expert lui-même le dit, tu devrais comprendre que pour ton projet de construction, tu ne dois pas manquer de consulter un ingénieur du génie civil. Maintenant, toutefois, on rencontre des ingénieurs du génie civil qui travaillent à la fonction publique et certains qui travaillent dans un secteur privé ou même à titre personnel. Maintenant, quelle est la différence? En fait, il n'y a pas grande différence. Vu que celui qui travaille en fonction, peut-être on va dire, celui qui travaille dans le domaine public, non seulement il élabore certains projets et il fait ce suivi. Exactement comme celui qui est constamment sur le terrain, qui est du domaine privé. Il y a des ingénieurs de domaine privé, mais qui sont toujours même, qui passent plus de temps dans des bureaux que ceux même de la fonction publique. Donc, lorsque tu es ingénieur, tu es ingénieur. Okay. Tu exerces ce métier. Il n'y a pas de différence que ce soit dans la fonction publique ou. Donc, il n'y a pas d'avantage lié à ça, même en termes de salaire. En termes de salaire, le salaire de la fonction publique est connu. En termes de salaire, le salaire de la fonction publique est connu. Maintenant, le salaire du privé, ça dépend de la structure dans laquelle tu te retrouves. Il y a des structures qui payent plus que d'autres. On ne va pas entrer dans ces détails. Et voilà. Donc, on peut dire, chacun, dans son domaine, chacun voit comment il va s'en sortir. Exactement. Donc, ça veut dire que dans une structure de BTP, par exemple, on ne va pas payer un ingénieur par mois ou bien c'est par projet, c'est avant un projet, c'est après la réalisation du projet. Comment ça se passe? Tout dépend du contrat qui le lie avec l'entreprise. Il y a des contrats à durée déterminée, des contrats à durée non déterminée. Il y a des contrats qui se font par projet.
Peut-être si je suis propriétaire d'une entreprise, j'ai un projet A, et j'ai besoin d'un ingénieur, peut-être d'un architecte, je vais les prendre pour ce projet. À la fin du projet, je les libère pour ne pas me retrouver après de les payer lorsque je n'ai rien à faire, pour ne pas perdre. Mais par contre, peut-être celui qui est dans le domaine public, il est là, il est mobilisé constamment, puisque là-bas, le travail se fait de manière continue. Pourtant, pour un entrepreneur, il gagne un marché. Là, il recrute l'équipe destinée à ce projet. Mais entre-temps, il y a d'autres entrepreneurs qui préfèrent avoir des, 2 à 3 ingénieurs fixes à eux. Donc, du genre, s'il y a des plans à faire, ils prennent, ils font et autres. Mais souvent, pour certains domaines de compétences, ils préfèrent embaucher pour le projet. Et là, c'est comme ça. Bon, la question qui se pose maintenant, selon toi, qui aspire peut-être à être ingénieur du génie civil, est-ce qu'il sera favorable pour toi de travailler à la fonction publique ou encore de travailler dans le privé maintenant? Qu'est-ce que ça demande et quelles sont les contraintes rattachées à chacune de ces parties-là? Mais bien, je pense qu'avec davantage de recherche, tu auras la réponse à ta question. Maintenant, nous sommes parvenus à la fin ou au terme de l'interview. Merci vraiment pour ta présence. Merci également pour ton ouverture. Est-ce que tu peux dire un mot de fin, déjà en ta langue, ton dialecte, et après en français pour tous ceux qui nous suivent? Usakojo a invité à m'évoluer comme Wattatum, donc nous remercions ma demande donc Usakojo. Merci beaucoup. Maintenant en français pour tous ceux qui nous suivent et même pour moi. Ok, merci beaucoup Dani et j'espère que cette interview va permettre à nos jeunes frères de, de ne pas se reposer sur leur laurier, dire que peut-être que je suis à Polytech, je fréquente automatiquement, je vais, non. C'est la compétence qui prime d'abord, la compétence. Donc, je les conseille de chercher, pas seulement à avoir le diplôme, mais à se former, à maîtriser ce qu'ils font. Non pas seulement dans le génie civil, mais dans tout domaine. Que ce soit l'informatique, que ce soit, ils doivent chercher à se former davantage, ne pas juste prendre ce qu'on les donne à l'école. Oui, faire des recherches. Dieu merci, actuellement, nous avons il y a plusieurs certifications que quelqu'un peut faire en ligne, il y a plusieurs formations. Même sur YouTube, il y a des formations, des tutoriels pour apprendre les logiciels et autres. Donc, je les encourage davantage à aller se former. Okay, merci beaucoup, merci énormément. Vraiment, notre interviewé du jour nous rappelle quelque chose et beaucoup plus aux jeunes frères. Ayez cette volonté-là d'avoir une tête bien faite. C'est vraiment l'encouragement de ce matin. Et ainsi, nous lui disons grandement merci pour tout ce qui a été dit. Et si vous avez des questions, vous avez peut-être besoin d'être beaucoup plus édifié par rapport à certains points que nous n'avons pas mentionnés, ne manquez pas de faire signe en commentaire et nous nous ferons le plaisir de vous répondre. Et je crois que lui également, il pourra réagir par rapport à ces questions. Votre compagne fidèle, prête pour donner vie à vos rêves. Danka Architecture and Design, elle s'offre à vous pour des conseils, l'assistance dans le choix du site, la conception 2D et 3D, l'aménagement et design intérieur, les rendus, les simulations, les devis quantitatifs et estimatifs, la maîtrise d'œuvre comprenant suivi et contrôle du chantier et la mise à disposition d'une équipe compétente pour la réalisation de son projet de construction. Danka Architecture and Design, laissez parler vos rêves et façonnez votre avenir.